immédiatement la l'affaire de drogue. Son arrivée, la brigade des stupéfiants vient d'envoyer hier et conseil. Il est placé en maison de correction. L'ennemi public numéro B, dès l'âge de 17 ans, il a des ennuis avec la fusillade. Ils sont pris en charge par la photo datant de son incarcération. Très chers téléspectateurs, donc, il y a 15 jours, j'avais arrêté mon émission au moment où commençait le procès de Poitiers. Alors, rappel, 1952, à mort quand elle arrive, à mort l'empoisonneuse. Et puis, dès le deuxième jour du procès, les chroniqueurs commencent à refléter certains doutes, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans ce dossier. Il y a le témoignage de Madame Pintou, rapporté par Auguste Massip, qui est un aimable fantaisiste. Il y a d'autres témoignages, mais qui correspondent surtout à cette rumeur. C'est vrai que Marie Bénard a beaucoup hérité, qu'elle a progressé financièrement en héritant, que cette ascension sociale est jalonnée de cadavres, mais en est-elle responsable? Propos rapportés, scènes vues ou que prétend avoir vu Madame Pintou, confidence de Léon Bénard, elle m'a assassiné. Et puis alors, évidemment, pièce massue de l'accusation, le rapport du professeur Béraud. Alors, le professeur Béraud, eh bien, le professeur Béraud va vivre l'humiliation de sa carrière. Le voilà qui arrive, alors il est décrit, c'est la science qui arrive dans le prétoire. Hein. Nous ne sommes pas des scientifiques, hein. On est des bavards, le bavard c'est l'avocat, le curieux c'est le juge d'instruction, la juridiction de jugement en argot sont les guignols, oui, mais quand la science arrive, alors là, et il est conscient, il sera décrit, physiquement il est petit, les cheveux gominés, il prend la pose, hein, et puis il expose le contenu de ses travaux, avec beaucoup d'assurance, beaucoup de certitude, et à un moment, la contre-attaque vient des bancs de la défense. Et le fameux professeur Béraud va être sérieusement ébranlé, car les trois avocats ont parfaitement préparé l'interrogatoire du scientifique. Ils savent qu'il n'y a que ça dans le dossier. En fait, que le reste, on ne condamnera pas sur le reste. Par contre, l'expertise scientifique, il faut la démolir. Et pour démolir l'expertise scientifique, il faut démolir l'expert, démontrer qu'il n'y connaît rien ou qu'il se trompe. Et ils ont préparé, avec des scientifiques, ils ont préparé le contre-interrogatoire, ce qui fait que, en matière d'arsenic, ils sont incollables. Incollables. L'arsenic, alors l'arsenic, pour les affaires de poison, chers téléspectateurs, c'est ce qu'on utilise habituellement. Hein. On en trouve partout de l'arsenic. C'est pas compliqué à s'en procurer. Enfin, moi, j'ai jamais essayé, mais enfin, on en trouve. C'est bien identifié. L'arsenic, c'est ce qui était utilisé au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, dans le cadre des poudres de succession. Mais à partir des années 1840, vous avez un scientifique anglais qui identifie la présence d'arsenic grâce à une analyse, on ne m'en demandez pas plus, qui fait apparaître l'anneau de Marsh. C'est Marsh. Ce sont les anneaux de Marsh, et cette méthode de recherche de la présence d'arsenic dans des matières viscérales sera introduite en France par un certain Orfila, qui est un criminologue et médecin légiste du XIXe siècle. C'est sur cette base, d'ailleurs, qu'on condamnera une autre empoisonneuse célèbre
qui serait probablement acquittée aujourd'hui, Madame Lafarge. Donc la police scientifique, la science au service de la justice, ça commence dans ces années-là. Hein. Jusque-là, on avait les mouchards, on avait les aveux, mais on n'avait aucune façon scientifique d'établir la présence de poison dans le corps humain. Rappelez-vous que dans l'affaire des poisons, pour identifier la poudre qui avait été remise à la femme d'un policier par une des empoisonneuses, on avait été obligé de l'administrer à des chiens qui en étaient morts. Voilà comment on avait réussi à prouver qu'il s'agit de poison. Bon, à partir de 1838-1840, on aura ce fameux test de Marsh. Il est déstabilisé, notre professeur Bérou, par la série de questions, et alors il appelle le président de la Cour et l'avocat général au secours en disant « mais je suis pas là pour passer des examens ». Mais l'interrogatoire mené par les trois avocats, et notamment par Maître Gautrat, est implacable. On lui demande comment il a fait, ce qu'il a fait, alors il est obligé de répondre. Il est obligé de répondre, mais il ne sait pas toujours ce qu'il a fait, puisque c'est Médaille qui travaillait pour lui. Donc il est profondément déstabilisé, et à un moment, Gautrat aura ce coup de génie de la défense. Je reviendrai sur la technique qui a été employée. Il sort 6 petits tubes. Il les tient à la main et il dit « Monsieur le Président, dans ces tubes, 2 d'entre eux contiennent de l'arsenic. Ils ont tous l'anneau de Marsh. Je vais demander au professeur Bérou de m'identifier quels sont les 2 tubes qui contiennent de l'arsenic. » Et Bérou venait de dire qu'il était capable à l'œil nu immédiatement d'identifier un tube contenant de l'arsenic. Alors, il regarde, il dit « ces 2-là ». Et alors Gautrat, « Monsieur le Président, je demande qu'on place immédiatement sous scellé ces tubes. Voici l'attestation qui a été établie par le laboratoire qui me les a fournis. Aucun d'entre eux ne contient de l'arsenic. Il s'agit d'anneaux formés par de l'antimoine. » Alors là, c'est un drame. Vous imaginez les hurlements dans la salle, les cris, la cour qui se lève, qui fuit précipitamment. C'est affreux. Bérou s'effondre. Bérou s'effondre. Et le président de la cour d'assises n'a pas ce réflexe qui eût été d'immédiatement saisir les tubes, de les placer sous scellé et de les faire analyser. Car Gautrat se garde bien de les remettre à la cour. Hein, il repart avec. Bon, là, l'audience est suspendue, on se réunit, vous imaginez le désordre, la crise. Mental, tout le monde se réunit. Alors, qu'est-ce qu'on fait Bérou n'était plus en état d'être entendu. Alors le lendemain, on le fait revenir, mais entre-temps, il ne peut plus être entendu. Il a mal partout. Il est tombé en rentrant à l'hôtel. Mais il faut venir. Alors il va arriver avec un gendarme. Il est appuyé sur un gendarme et quelqu'un dans la salle dit déjà. Vous imaginez le rire, Bérou entre les gendarmes, déjà. Ah. Bon. L'audience ne peut se poursuivre sereinement. D'ailleurs, Bérou est incapable de répondre aux questions. Il est là, moribond sur son fauteuil. C'est la chute d'une idole. Hein. C'est une icône judiciaire qui vient de s'effondrer, comme ça, brutalement, devant la cour d'assises de la Vienne. C'est alors que les avocats de Marie Bénard vont porter les stockades. Ils s'aperçoivent qu'en fait, ils s'étaient aperçus qu'en fait, rien n'avait été fait méthodiquement. Et ce sera d'ailleurs le drame du juge d'instruction Roger qui portera cette affaire comme la tunique de Nessus. Hein, et
il vivra. Moi, je l'ai connu. J'ai connu la plupart des protagonistes de cette affaire quand j'étais enfant, puisque mon père était magistrat, et j'ai connu le procureur général de Robert, qui requérera à Bordeaux ultérieurement, le président de Nuissy Saint-Saëns, et Roger, qui était conseiller, me semble-t-il, à la cour d'appel de Bourges. Je le vois encore. Et mon père me disant, c'est l'affaire Marie Bénard, et on ne lui a jamais, on n'a jamais oublié ces histoires de Beaucot. En fait, tout était mélangé. Rien n'était correctement archivé. C'est-à-dire que ce qui était parti à Marseille n'était pas revenu ou était revenu dans le désordre. Roger n'y était pour rien d'ailleurs, parce que l'étiquetage n'avait pas été fait par lui à l'origine ni par son greffier. Mais une chose est certaine, c'est que tous ces bocaux, tous ces prélèvements étaient devenus inexploitables parce qu'on ne pouvait plus les attribuer à personne. Donc, les avocats vont porter les stockades et mettre à mort le taureau judiciaire de Poitiers en disant, écoutez, aucune confiance dans la cour de Poitiers, dans l'appareil judiciaire de Poitiers, nous demandons la délocalisation de cette affaire. Il présente une requête en suspicion légitime et, chose exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle, est accordée. Et l'affaire est délocalisée à Bordeaux. Le dossier sera désormais jugé à Bordeaux. Alors, Bordeaux, nous sommes toujours détenus, la malheureuse, hein. Et puis finalement, elle va être mise en liberté en 1954, remise en liberté, 57 mois de détention provisoire, c'était pas mal, hein. Il fallait être solide pour les supporter, va être remise en liberté. Alors à Bordeaux, entre-temps, la Cour, dès qu'elle est saisie, alors supplément d'information, c'est-à-dire qu'à nouveau, on envoie les fossoyeurs, des ouvriers, et on va à nouveau tout sortir, et à nouveau faire des prélèvements. Mais plus rien n'est réellement possible. L'expérience montre d'ailleurs que quand une affaire est foirée au départ, elle est foirée jusqu'au bout. Alors là, professeur Pied-de-Lièvre, les meilleurs experts parisiens sont désignés, vous pouvez voir leurs photos, ils sont désignés, mais ils font avec ce qu'ils ont. Alors, d'abord, les trois coffrets les trois boîtes dans lesquelles on avait mis les restes, en les identifiant en fonction du nombre de clous, on ne retrouve plus un seul clou. Tout a disparu. Quand on exhume à nouveau, il pleut à torrent, il y a de l'eau partout, on ne retrouve rien. Et puis alors, comme seul témoin, c'est le fossoyeur du cimetière. Le fossoyeur du cimetière, il dit oui, là, il y avait les cheveux d'un tel, mais quelle foi à ajouter ? Enfin, les prélèvements sont effectués sur ce qui est certain, hein, sur ce qui est clairement identifié. Puis alors, on va comparer cette fois-ci, parce que déjà la défense dit, mais attendez, de l'arsenic, mais il y en a partout dans le sol du cimetière, parce qu'eux, ils avaient fait des prélèvements, ils avaient fait analyser, c'est vrai, il y a de l'arsenic partout. Il y a de l'arsenic parce qu'autour, il y a des champs. Donc l'arsenic entre dans la composition de certains engrais, pesticides. Il y a une entreprise industrielle de chimie. Et puis alors, on a ce brave gardien du cimetière, il fossoyeur à 16 heures, qui en même temps a son potager dans le cimetière. On va découvrir que dans le cimetière, il a son potager. Alors lui aussi, hein, il arrose ses légumes et il les traite. Alors après, il n'aura plus le droit, le malheureux. Encore un drame issu de l'affaire Marie Bénard. Le gardien du cimetière ne pourra plus exploiter son potager au-dessus des cadavres de ses contemporains et de ses clients. Donc, il y en a partout. Il y en a partout, de l'arsenic, et cette fois-ci, les experts que l'on choisit ne prendront que de l'indiscutable. Mais, la défense aura ses propres experts. C'est-à-dire que cette affaire Marie Bénard est en avance sur son temps, puisque la réforme de procédure pénale
que veut initier l'actuel président de la République tend à permettre aux partis d'avoir ses propres enquêteurs, ses propres experts, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Nous avions les experts choisis par l'accusation sur des listes. Alors la défense peut demander une contre-expertise, mais sur la liste des experts. Voilà. Gautra, Ayot et les deux autres avocats, puisqu'on en a maintenant désormais il y a Ducluseau et puis une jeune avocate de Bordeaux, vont mener désormais un combat contradictoire autour des expertises. L'affaire, désormais, n'est plus qu'une affaire de querelle d'experts. Et comme vous pouvez le voir, vous constatez vous-même, c'est une bataille de scientifiques. Et à chaque fois, et surtout à la fin, lorsque, en décembre 1961, l'affaire sera définitivement jugée sous la présidence de cet admirable magistrat qu'était Nucis Saint-Saëns, et ce remarquable avocat général, enfin procureur général, qu'était de Robert, c'était des gens d'un niveau, un souci du respect, du contradictoire, mais aussi le respect de l'inculpé, de l'accusé, d'une grande honnêteté intellectuelle. Là, il n'y avait pas de place pour les moutons, pour tout ça. C'était des gens extrêmement rigoureux et qui devaient bien savoir, au fond, que l'affaire, de toute façon, coupable ou non coupable, était judiciairement fichue. Donc, querelle d'experts. Et le président Nucis Saint-Saëns, s'adressant aux experts, même Joliot-Curie aura été consulté dans cette histoire, les indices. Contamination par l'arsenic qui se trouve dans le sol et dans les eaux de ruissellement. Et les autres disent contamination impossible. Bon. Vous avez compris, mesdames, messieurs, que dans ces conditions, c'est fini. On n'aurait plus de possibilité d'en sortir. Et c'est à juste titre et à bon droit, me semble-t-il, que la Cour d'assises prononce le 12 décembre 1961 un arrêt d'acquittement. Marie Bénard est acquittée. Et l'empoisonneuse, le monstre, devient alors la bonne de Loudun. Alors elle écrira ses mémoires, son avocate les écrira également, elle écrira un livre sur cette affaire. Tout ceci, Gautra aussi, me semble-t-il, tout ceci absolument passionnant parce qu'on montre comment, d'abord, les dysfonctionnements de l'institution, de l'enquête au départ, les erreurs commises, grossières, sur le plan de la police scientifique, ces erreurs n'ont jamais été rattrapées. Mais à la fin, nous avons alors là des scientifiques de haut niveau et le président Nucis Saint-Saëns est obligé de dire « Monsieur le professeur », parce qu'ils sont là, ils sont venus avec leur tableau aujourd'hui, ils viendraient avec leur ordinateur et ils expliquent les formules de calcul et tout. Alors vous imaginez nos braves jurés et Nucis Saint-Saëns qui dit « Écoutez, monsieur le professeur, considérez que vous avez en face de vous, cour comprise, des gens qui ont le niveau du certificat d'études. Je revendique d'avoir dans ce domaine le niveau de quelqu'un qui est en train de passer son certificat d'études. Alors soyez le plus simple possible, mais les autres, ils sont perdus dans leurs calculs. » Ils sont perdus dans leurs formules scientifiques et puis ils se battent les uns avec les autres. Contamination extérieure, pas de contamination extérieure. Bon. Alors on a quand même un élément de comparaison. On a un élément de comparaison parce qu'on est allé exhumer quelques cadavres de gens qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Alors c'est probablement le grand problème de ce dossier. C'est que dès le début, il aurait fallu exhumer d'autorité des cadavres correspondant aux époques d'enterrement des différentes victimes de cette affaire, enfin des proches de Marie Bénard, ne parlons pas de victimes. Il aurait fallu le faire.
Là, finalement, on est allé exhumer 3 miliciens qu'on avait un petit peu fusillés à la Libération, je crois que personne, évidemment, ne réclamait et dont personne ne revendiquait les dépouilles. Puis vous aviez, je crois, un vagabond qui avait été enterré, puis une pauvresse. Alors on récupère ces 5 cadavres et puis on va comparer. On va avoir des éléments de comparaison. C'est accablant. Les éléments de comparaison sont accablants. Il y a 10 fois moins d'arsenic, 10 fois moins, dans les prélèvements qui ont été opérés sur les cadavres de comparaison, 10 fois moins que sur ceux qui avaient été en rapport avec Marie Bénard et dont elle avait hérité. Là, c'est terrifiant. Quand, après tout, hein, nous sommes de grands garçons et de grandes filles, un coupable qui échappe vaut mieux qu'un innocent condamné. Hein. Surtout que cette affaire, comme vous le verrez, ou comme vous pouvez le voir, a fini par faire rire tout le monde. Les caricaturistes ont représenté le cimetière de Loudun sous une forme humoristique. Alors, c'est quand même très lourd quand vous reprenez tout, et le professeur Michel Bénézek, qui est un expert, a repris le dossier de l'affaire récemment. A-t-on jugé Marie Bénard? Le dossier de l'affaire. Alors il publie le dossier d'accusation et puis il analyse ensuite les dernières expertises, dernières expertises biologiques. C'est très troublant. C'est très troublant, mais après tout, hein, c'est à l'appareil judiciaire d'être bon. Hein. Là, il a été très mauvais. Il est parti sur une rumeur. La rumeur correspondait peut-être à quelque chose. Il a ensuite été tout à fait défaillant dans l'aspect constatation, prélèvement opéré dans le cimetière de Loudun. Il a été également très mauvais dans la gestion policière. Le doute, on voit bien, le doute, peut-être pas sur la culpabilité de l'accusé, mais le doute sur la fiabilité du dossier s'insinue dans les esprits des magistrats. Les journalistes eux-mêmes changent de camp après l'effondrement de Bérou. Alors là, Bérou, il est voué aux gémonies, le malheureux, après avoir été monté sur un piédestal. Le doute sur la valeur des expertises, qui continue, bien sûr, même lorsque les expertises sont réalisées dans des conditions totalement indiscutables, ce qui est le cas à la fin. Bref, Marie Bénard devait être acquittée. Je crois que c'est la solution qui s'imposait, faire tenir à tout prix une affaire. On aboutit en général à des catastrophes, et là, l'institution s'est débarrassée de ce dossier en prononçant un verdict d'apaisement. Alors, qu'est-elle devenue, Marie Bénard? Elle est retournée à Loudun. Entre-temps, évidemment, elle a quand même dépensé beaucoup d'argent pour sa défense, mais elle a dû être indemnisée, si mes souvenirs sont bons. Et puis, elle a vécu jusqu'en 1980, et elle a légué son corps à la science. Et car elle ne manquait pas d'humour, lorsqu'elle racontait son histoire, parce qu'elle n'était pas avare de confidences, finalement, elle était l'atout touristique de Loudun. On venait à Loudun pour rencontrer Marie Bénard. Elle parlait de son histoire. Et puis, à la fin, elle leur demandait « Je ne vous ai pas trop empoisonné avec mon histoire ?» Elle était d'un grand calme. Que s'est-il passé exactement le soir de la mort de Léon Bénard? Que s'était-il passé auparavant? J'avoue
que j'ai un doute, mais comme vous le savez, mesdames, messieurs et chers téléspectateurs, le doute doit toujours profiter à l'accusé. Je vous dis à dans 15 jours.